dernière paracha de Chumash Bereshit. La dernière paracha de Chumash Bereshit nous raconte la pétira, le décès de Yaakov Avinu Arashon. Alors, une paracha qui raconte le décès, elle aurait dû être nommée paracha de Vayamot, la paracha de Vayhi. La même chose pour paracha de Hayesara. Qu'est-ce qu'elle nous raconte paracha de Hayesara? Elle nous raconte la pétira de Sarah même. Alors, une fois, pourquoi on l'appelle parachat Hayesara? En même temps, je voudrais que ces paroles qu'on dira maintenant soient les Nishmat. Mon beau-père, Abraham Ben Hamza Marcel Cohen, que demain soir, c'est les 12 mois après cette pétira. Et en même temps, pour un grand tzaddik qui vient d'être enterré aujourd'hui, j'ai eu le mérite d'être à son enterrement. Rabbi David Bouskila, Allah Hachem Docteur Yenarenu, Niftar hier soir, il était enterré aujourd'hui à Yerushalayim, à Ramohot. Il mérite un respect que ces paroles soient un respect pour lui, et en même temps des Nishmato. C'est un homme qu'on a connu depuis notre plus jeune âge au Maroc. Parce qu'il a fondé des Talmud Torah dans tout le Maroc, il a des milliers de Talmudim, même à Paris. Après le Maroc, il n'y avait plus de Talmudim au Maroc, ou presque plus. Alors il a ouvert au Tzara Torah à Paris, en France. Vous n'avez pas entendu parler de Rabbi David Bouskila. Il a travaillé avec Rabbi Aaron Mensonego. Ils ont ouvert le Talmud Torah, il a toute sa vie, pendant 50 ans, en plus, il a travaillé pour faire du Zikur Rabim, pour fonder le Talmud Torah, pour être, comme on l'a dit aujourd'hui dans son respect de Rav Jean-Paul Lamoyal, vous avez peut-être entendu parler, aussi de la région parisienne, qui est un grand Mechanech aussi. Il a dit que non seulement il a formé des Talmidim, il a formé des professeurs qui forment des Talmidim. Un grand tzaddik. Abayit Vagan, il a habité à la fin de sa vie, des Issourim. Il était Mizaka Rabin. Je veux dire quelque chose qu'a dit son fils. Son fils, Rav Gad, qui est un ami de classe, ou presque. Le cas de la Yeshiva, avec le bain, depuis le Maroc, déjà on se connaissait, on a étudié aussi ensemble à la Yeshiva aussi. Il a dit qu'une fois, il est arrivé de faire la bar mitzvah de son fils. Donc, bien entendu, ils ont invité le Rav Messas, qui était le grand ben de Yerushalayim, le Rav Rachid de Yerushalayim. Ils l'ont invité, parce qu'il était très 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 ami avec le grand-père du bar mitzvah, le Rav David Bouskila, qui est décédé. Alors, ils l'ont invité à venir. Et voilà que le jour de la bar mitzvah, la rabbinite, la femme de Rav Messas, qui appelle la femme de Bouskila pour leur dire ils sont désolés, mais le Rav Messas est très très malade, il avait de la fièvre, il n'était pas en bonne forme, en bonne santé pour pouvoir sortir. Alors, ce qu'elle voulait demander, étant donné que le Rav Messas ne voulait pas entendre parler de ne pas venir à la bar mitzvah, parce qu'il était tellement admiratif devant le Rav Bouskila, il voulait absolument lui faire honneur, et même qu'il était malade, il voulait quand même venir. Alors la femme, le Rav Messas a dit, je vous en prie, dites-lui de ne pas s'efforcer parce que vous craignez pour sa santé, que vous l'excusez, etc. Alors le père du bar mitzvah, Rav Gad Bouskila, a dit non, moi je vais aller lui dire à la maison, pas seulement au téléphone, je vais lui dire à la maison, pour lui faire honneur, qu'il sache que sa santé passe avant. Alors il a été le voir. Et voilà que le Rav Messas lui dit, je voudrais que tu saches pourquoi je veux faire tellement d'efforts pour venir à la bar mitzvah pour ton père. J'ai connu beaucoup de gens dans la vie. Il y a beaucoup de sortes de gens valeureux, des gens qui sont vertueux. Il y en a qui sont des Talmidei Chachamim, qui connaissent la Torah. Il y en a qui sont de Baalei Midot Tovot. Il y en a qui sont très Anvetanim. Il y en a qui ont un corps dans la Tfila. Il y en a qui sont Shakdanim. Il y a toutes sortes de très bonnes valeurs, mais chacun il incarne une valeur spécifiquement, qui est très forte en lui.
Mais trouver quelqu'un que toutes ces valeurs que je viens d'énumérer se trouvent en lui, et chacune au maximum. Ça existe que chez ton père. Solet Nekia, comme ça il l'appelait, Solet Nekia. Un grand Tamid très 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 hana. Mais Zakar Abim, son fils a raconté, un jour quand il finissait la tfila de l'El Shabbat, à Paris, ils ont vu que le poissonnier en face, qui était un Yehudi, un Israël, son magasin était encore ouvert. Et pire encore, il avait la cigarette. Alors, son père ne pouvait pas, alors qu'il était très très hanav, jamais il faisait de remarques à personne. On ne le trouvait jamais rien qu'en train d'étudier ou faire des tzolchet tzibour. Il se donnait beaucoup de mal pour aller même dans les villages lointains du Maroc, à Dodan, pour ramasser des talmidim encore, les faire venir à la Torah. Il y a beaucoup de... Moi-même, en tant qu'élève, je me rappelle de lui, à la Vachon, il venait à Gravaron, il nous avait fait des brochures de halakha, pour qu'on étudie dedans, en couleur, très très beau, vraiment. Il s'est beaucoup donné pour former les talmidim. Il y a des milliers de talmidim qui sont partout dans le monde, qui sont, en fait, ils lui doivent leur spiritualité à tout jamais. Donc c'est un zhout de faire un sped et de parler, surtout que ça se prête à la paracha d'aujourd'hui, Vayhi. Alors qu'est-ce que c'est que la vie? Quand on voit une vie aussi riche, quelqu'un qui a eu le mérite de mener une vie aussi riche, alors c'est ça Vayhi, c'est ça la vraie vie. Alors je voudrais juste continuer l'histoire du poissonnier. Le Rav, alors qu'il était très hanav, et pourtant, avec toute sa modestie, il a été quand même, il a dit, je ne peux pas rester comme ça, en face de la Beth Knesset, quelqu'un, Ben Israël, qui a un magasin ouvert et il fume une cigarette. Non. Il a été, avec beaucoup de, avec beaucoup de modestie, mais avec beaucoup de cœur. Il dit, mon cher ami, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. L'autre, il était tellement ému, il a jeté la cigarette derrière lui, il ne voulait pas, il a eu honte. Alors le Rav lui dit, tu sais, tu as une mezouza dans ton magasin. Tu sais que la mezouza, elle pleure maintenant. Elle pleure. Comment elle peut voir Shabbat profané par un Ben Israël gentil comme toi, tellement, c'est dommage, c'est dommage. Et puis il est parti. Shabbat Shalom, il est parti. 2 ans plus tard, le fils du Rav, David Bouskila, qui habite en Amérique, revient faire encore un Shabbat avec ses parents à Paris. Il devait retourner dimanche et son père lui dit, je t'en prie, retarde encore ton voyage d'un jour parce que ce soir il y a la Achnasat Sefer Torah. Je voudrais que tu sois présent avec nous. Et il lui dit, tu sais qui c'est qui fait la Achnasat Sefer Torah? Tu te rappelles du poissonnier? Ouais, je me rappelle. Il dit, ben sache que 2 semaines plus tard, après que je lui ai parlé, eh bien il a dit, il a fermé son magasin. Il a été ouvrir une autre affaire qui ne l'obligeait pas à ouvrir Shabbat. Et depuis, il a fait tchouva, et voilà, c'est lui qui fait le Sefer Torah. Toute sa famille, ils ont fait tchouva. Donc, il était content de lui annoncer cela. En fait, ça me rappelle quelque chose que j'ai vu aussi cette semaine, extraordinaire, pour savoir qu'est-ce que c'est faire tchouva à quelqu'un. Son fils a dit que c'est un exemple parmi d'innombrables exemple, des gens qui leur a fait faire tchouva de cette façon avec beaucoup de modestie, avec beaucoup de hava. Kol Mishesh Boer Hashemaim Dvaram Nishmaim. Il avait tout le temps, il était là pour le calme, pour le public. Ils ont dit de lui que s'il s'était mis complètement dans la Torah, ça aurait été un des Gdoléador. Il avait une très bonne tête, il étudiait sans arrêt, il avait l'Atmada, il avait la Géonout, il connaissait la Torah, à part que vous pouvez poser des questions, il savait. Mais parce qu'il s'est donné beaucoup au Thibaut, alors ça lui a empiété sur il aurait pu devenir très très grand dans la Torah. Mais il s'est donné pour tout le monde. Alors cette semaine, j'ai eu le mérite d'entendre un petit morceau d'une dracha du Rabbi de Lubavitch à la Vachalon. Très très belle. Très bon, il faut se rappeler de ça toujours. Il disait la chose suivante. Des fois on voit un des nôtres, un Ben Israël,
qui agit mal. Ou Ben Adam la Makom, ou Ben Adam la Havero. Il fait des erreurs, on voit qu'il a fait une faute, il a fait quelque chose, il s'est pas bien conduit. Alors qu'est-ce qu'on a tendance à dire de lui? Il est mauvais, il est mal, on le critique, on parle du mal de lui, on s'énerve contre lui, on le met en quarantaine. Je sais pas ce qu'on peut faire. Il s'est mal conduit, c'est pas normal, frère. Alors le Rabbi dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il a dit, on devrait prendre la leçon de qui? Avec Kal Vachomer Ben Losh Kal Vachomer, du plus grand ennemi d'Aram Israël. C'est vrai, c'était l'ancien ancêtre de Soleimani. Vous avez entendu parler de Soleimani? Vous êtes dans la Torah, vous n'entendez pas? Hein? Vous ne connaissez pas? Soleimani, c'est le Haman de notre époque, qui, avec l'aide de Akadosh Baruch Hu, il a été éliminé la semaine dernière. Vous n'avez pas entendu? Vous n'écoutez pas les nouvelles? Quelle route, c'est formidable. Alors moi, je devrais m'asseoir à votre place et vous me faites des drachot. Vous n'êtes pas... Puisque vous n'êtes pas du tout dans le circuit, ça prouve que vous êtes plongé dans la Torah et vraiment, ça me fait plaisir. C'est le cerveau de tout ce qui se passe, tout ce que l'Iran a fait pour se propager dans le monde. Et il a reçu un missile sur la tête la semaine dernière que lui a offert Donald Trump. Lui et son collègue, son collaborateur, ils étaient dans la même voiture. Alors, l'ancêtre de ce Haman, le vrai Haman dont on a toujours parlé et qu'on parlera bientôt, Bastachan dans la Megillah, lui, qu'est-ce qu'il a dit en voulant parler de Bnei Israël? Quand il a voulu dire du Lashon Hara de Bnei Israël avec Ahashverosh, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il existe un peuple dispersé, éparpillé entre les nations. Yeshno, il a dit Yeshno. Il a dit Hine Amehad. Yeshno, c'est quoi Yeshno? Hachamim alayhim shalom, ils n'ont pas été sourds à cette locution, à ce mot-là. Yeshno. C'est pas pour rien que la Megillah écrit Yeshno, parce que Yeshno, si on change un petit peu les points, ça devient Yashnu. Ils sont endormis. Ils se sont endormis de quoi? Des mitzvot. Ça veut dire, Haman lui dit à Ahashverosh, parce qu'Ahashverosh il a eu la trouille, il a eu peur. Quoi, tu veux que je m'en prenne au Bnei Israël, laisse-moi tranquille, j'ai déjà vu ce qui s'est passé avec Paro, je veux pas mourir dans la mer, laisse-moi tranquille. Arrête avec tes idées, tu sais pas que ceux qui commencent avec Bnei Israël, ça finit très mal. Après, on va leur donner encore une fête, c'est ce qui s'est passé finalement. Paro nous a donné Pessah, Haman nous a donné Purim, et Antioche nous a donné Hanouka. C'est bien, hein, ça. On a toujours des fêtes grâce à eux. Alors, Ahashverosh lui a dit non, laisse tomber, je veux pas. Il a dit, cher Ahashverosh, c'est pas comme ça. Yeshno, aujourd'hui tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Parce que finalement, ils dorment. Ils ne font plus les mitzvot. S'ils ne font plus les mitzvot, ils ne méritent plus la protection de la Kadosh. Donc si tu leur fais le mal que tu veux, au contraire, je vous te dirai merci. Tu leur as donné la tréha qu'il fallait, c'est bien. Ça fera du bien. Je vous serai content. Tu lui as rendu service. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Yeshno Amehad, Yeshno. Il n'aura pas dit qu'ils sont mauvais, ils font des avérotes. Il lui a dit, Yashnu Minatorah Mitzvot. Ils dorment. Ils se sont endormis. Donc ça veut dire, on devrait prendre l'exemple, dit le Rabbi Alav Shalom. Comment, même Haman Tzoreh Hayudim, il n'a pas dit du mal vraiment. Il n'a pas dit que les Bnei Israël, ils sont des transgresseurs, des impies, qui font du mal. Ah, non. Yashnu, ils dorment. Quand quelqu'un dort, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Il dort le pauvre, qu'est-ce que tu veux? Réveille-le, il se réveillera, il va commencer à faire le nécessaire, il dort, il est fatigué. Il s'est endormi, réveille-le, et tu verras, il sera même mieux que toi des fois. Le fait que tu l'aies réveillé, ça ne veut pas dire que tu es mieux que lui. Hein? Si un simple employé, il réveille
le PDG de l'usine, ça veut pas dire qu'il est. Et le PDG commence à faire rouler l'entreprise et il gagne des millions. Hein, ça ne veut pas dire que l'employé dit ah, c'est à moi que revient tous les honneurs parce que c'est moi qui l'ai réveillé. Tu as réveillé un grand homme et lui, il fait du travail. C'est lui qui fait le travail. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réveiller. C'est ce qu'il a fait à la Vachon, David Bouskila. Il a réveillé ce monsieur-là. Comment il a réveillé? Il savait qu'il avait un potentiel. Regardez, la meilleure preuve, c'est qu'en 2 semaines, il a réglé il a fermé l'affaire des poissons, il a commencé à travailler autre chose pour faire le Shabbat. Il fallait juste le réveiller, c'est ce qu'il a fait. Mais il faut savoir réveiller les gens. Si tu l'amènes un réveil, il se sauve, qu'est-ce que tu m'as fait? Il s'énerve, il s'en va. Il faut savoir le réveiller en douce, il chantait un beau chant, qui se réveille tranquillement. Tu dis voilà, tu es un Neshama, Ben Israël, voilà. Jusqu'à ce qu'il se réveille vraiment et il commence à admirer la Torah, et comme ça il se rapproche de la Torah. Moi je trouve que c'est un enseignement extraordinaire. Comment voir les choses, comment voir chacun qui fait une faute. Ça arrive à chacun de faire des fautes. Eh bien il faut le prendre avec clémence. Et quand on prend les gens avec clémence, Akadosh Baruch Hu aussi nous prend avec clémence. Donc c'est ça Vaïhi. Vaïhi Yaakov. Il est décédé, il est mort dans cette paracha. Et Niftar. Alors qu'est-ce qu'on dit Vaïhi? C'est ça Vaïhi. Parce que Vaïhi, la vraie vie, c'est la vie qui vient après. Tout ce qui s'est passé dans ce monde, il avait passé beaucoup d'Isourim. C'est quoi les Isourim? Missionnautes, on est là pour les missionnautes. Et à la fin, la vraie vie, c'est la vie qui vient après. Comme il dit à la Vachalom, mon grand-père, Rabbi Raphaël, même Nuhot, il dit pourquoi par la chose de Vahi Stouma? Il n'y a pas d'intercal, il n'y a pas entre Vaïgage et Vahi tout de suite. Juste après, ça commence. Parce que pour Yaakov Avinu, qui est décédé dans cette paracha, pour lui, il n'y avait aucune différence entre l'Olam Hazé et l'Olam Haba. C'est comme si on ouvrait la porte et on passait à l'autre. Pour lui, c'est la fin de sa vie, c'était la vie des tzadikim. Il a commencé déjà à percevoir son Olam Haba, déjà dans son Olam Hazé. C'est Haïm Amiti. Alors que les gens, malheureusement, ils croient que la vraie vie, c'est dans ce monde-là. Ils perdent leur temps dans des futilités, dans des bêtises. Et à la fin, quand ils ouvrent les yeux à la fin de leur vie, ils découvrent qu'ils ont perdu leur temps. Alors que l'homme vient de Yain Bata. D'où tu viens? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce fœtus qui naît? Petit à petit, quand on commence à parler, on commence à voir la Neshama qui se développe, il a des envies, il s'énerve, il veut, et tout ça, pourquoi? D'où ça vient? Il est venu là pour travailler, pour lutter contre ses midotes, pour travailler, pour sophistiquer sa Neshama, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et faire mitbatel à Akadosh Baruch Hu. Alors que tout le monde est là pour nous dire non, occupe-toi de toi-même, occupe-toi faut acquérir de la vie, acquérir de l'argent, acquérir des richesses. Non. On est là pour justement se rappeler toujours, malgré tout ce qui nous dérange, comme dit le Messilat Yesharim, לפי הכוח שהתרחק מן המרחקים אותו, ממנו יתברך, כך תהיה גדול השכר. Plus on s'éloigne de ce qui nous éloigne de l'Akadosh Baruch Hu, et plus on se rapproche de lui, et plus on est rémunéré de l'approche de l'Akadosh Baruch Hu. Alors j'ai vu une histoire qui est un machal. Il y avait des gens qui ont décidé de faire un petit peu des amis qui ont décidé de faire un voyage, tourisme un petit peu dans le monde, et ils ont vu une annonce qu'un hôtel très 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 luxueux, on peut l'atteindre, on peut trouver des chambres là-bas à des prix ridicules, vraiment ridicules. $5 la nuit. Ils ont eu la photo de l'hôtel, c'est un hôtel très... Ils ont dit allez viens on va y aller. Ils ont rempli les valises, et ils sont arrivés, ils ont fait le voyage en Russie, et ils arrivent là-bas. Très bien, ils sont acceptés, voilà, payés. Ils ont payé d'avance, il fallait payer d'avance. Ils ont payé d'avance, et après, le préposé là-bas leur dit voilà, votre chambre, 90e étage. Très bien. Ils vont là-bas. Hein?
Ah, vous connaissez l'histoire? Qu'est-ce qu'il y a dans l'ascenseur? Bon, je la raconterai en bref. Non, je ne connais pas. Ben, c'est sûr, s'il y a 90 étages, il faut bien qu'il y ait un ascenseur. Il y en a pas, c'est que l'ascenseur il marche pas. L'ascenseur il marche. Ils arrivent, ils trouvent une plaque sur l'ascenseur ne marche pas. Alors ils sont revenus tout de suite à la Kabbalah, comment on dit? La réception. Et qu'est-ce que c'est que ça? 90 étages? Dis-moi, vous manquez du monde? Vous n'avez pas le prix? Je dis, vous doutez qu'un hôtel aussi luxueux ne peut pas monter. Il faut bien quelque chose. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'il y a? L'ascenseur. Le problème, c'est pas que l'ascenseur il a une panne. Il a été depuis le début, il a été très mal conçu par le. Architecte. Celui qui a construit l'ascenseur, l'ingénieur, il avait bu quelques dizaines de vodka avant, et puis tout ce qu'il a fait à l'envers. Maintenant, c'est pas. Bon, mais Ketso, Tachles, ils ont commencé à. Ils ont dit, bon, on est venu jusque-là, on va pas rester comme ça. Ils ont commencé à monter avec leurs valises. Alors, ils ont dit, c'est pas possible, on va crever. Ils ont dit, bon, on va se raconter des histoires. Chacun raconte une histoire, avec ça on va oublier. Ils ont commencé à monter. Après les histoires sont venues les blagues, après les blagues sont venues les devinettes. Et après les devinettes, ils ont laissé tomber les bagages au 50e étage. Ils ont commencé à monter, à ramper. Et ils arrivent jusqu'à 89e étage. Essoufflés, ils allaient presque mourir. Allez, encore un peu, oui, allez. Après, ils ont dit, bon, allez, dernier étage, c'est même pas la peine ni de blague, ni rien du tout. Ils sont appelés aussi de l'armée, tous les trucs, ce qui s'est passé. C'est pas la peine de. Le dernier étage, on peut. Non, j'ai encore une histoire à vous raconter, mais elle est très triste. Allez, raconte-moi. Oui. Hein? L'histoire. J'ai oublié la clé de la chambre à la réception. Alors ça, c'est le machal. Le nanimchal, c'est quoi? 90 étages, 90 ans. Tu peux vivre 90 ans. Mais si à la fin, tu te rends compte que tu as cheminé tout ce monde-là, toutes les péripéties, tout ce que la personne peut passer dans ce monde, il y a des maladies barminan, il y a des souris, il y a toutes sortes de choses. Et même s'il n'y a pas. Mais à quoi ça rime tout ça? Pour à la fin dire, ah, il s'est trompé. Il a oublié tout. Depuis le début, il s'est engagé sur la mauvaise route. Habat. Alors c'est une histoire, c'est un jour de Maasiyot, je vais raconter encore un dernier Maasé. Mais c'est un Maasé, écoutez, ouvrez bien les oreilles parce que c'est un Maasé extraordinaire. C'est ça, Vayehi Yaakov, la vraie vie. La vraie vie, c'est chaque instant, gagner encore une mitzvah, encore une mitzvah, encore une mitzvah. C'est ça, les gens qui vivent vraiment, c'est ça. C'est les gens qui ont pris conscience de l'enjeu dans ce monde. Malheureusement, les Tzara, tout le temps, il est là pour nous faire oublier. Il nous fait croire que encore un petit gâteau, et encore un petit truc, encore un petit plaisir, encore ça, c'est ça la vie. Et même si on étudie la Torah, mais on n'a pas conscience, si on comprenait que chaque seconde c'est une éternité, on ne se serait même pas laissé le temps de respirer. Encore une mitzvah, encore une mitzvah. Gagner des mitzvahs tout le temps. Et de Kirvat Hashem, amiti. Bon, je me suis rappelé encore une histoire. C'est pour vous dire, Bémet, un maasé sur Baal Megalé Amukot, un grand tzaddik, Gaon Mekoubal, il y a 400 ans, Rabbi Nathan Neta Shapira, à la Vachon. Il était en Europe, un grand tzaddik. Il était le rav d'une grande ville. Et un jour, il leur a dit, ça y est, j'ai décidé de quitter. Alors tout le monde était perplexe, tout le monde était très triste. Comment ils allaient Pourquoi? Mais Rabbeinu, qu'est-ce qu'on a fait? On vous donne toutes les conditions. Vous voulez rien que rester avec nous, on ne peut pas sans vous. Non. Raison secrète, je ne peux pas. Bon, ils se sont résignés. Le jour où ils devaient quitter, soudain, il leur dit, non, ça y est, j'ai décidé de rester. Ah, alors ils sont sortis dans les rues en train de danser. Ah, Rabbeinu, pour Rabbeinu. Ils étaient très contents. Alors quand même, ses collaborateurs lui disent, Rabbeinu, dites-nous la raison. Pourquoi au début vous avez pensé quitter? Il a dit, la raison pour laquelle j'ai pensé quitter, je ne peux pas vous la dire. C'est une raison secrète. Mais la raison pour laquelle j'ai décidé de rester, je peux vous la dire.
elle réside dans le fait que le jour où je devais quitter, j'ai eu un din Torah. Deux personnes sont venues, l'un a plaidé contre l'autre. De quoi il s'agit? L'un s'appelait Yaakov, c'est un grand riche. Et l'autre, Moshe, c'est un pauvre, mais il gagnait un petit peu sa vie, tant bien que mal. Il fabriquait des sortes de petits pains qu'il vendait, et le reste du temps, il étudiait. Un jour, le riche Yaakov, il passe, il dit, mais dis-moi, toi, tu étudies tout le temps, pourquoi tu n'étudies pas toute la journée? Qu'est-ce que tu as besoin de 3 heures dans la journée, tu perds ton temps, tu vends des gars, combien ça te prend de temps? Ouais, ça me prend 3 heures par jour pour vendre. Et alors, qu'est-ce que tu gagnes avec? Je gagne quelque chose comme temps et temps. Il dit, écoute, je te donne le triple, et va utiliser toute la journée, et on partage. Et ça rose volume. Il a dit, extraordinaire, merci beaucoup. Tout de suite, il a ramassé tous ses petits pains, il est parti. Il a commencé à étudier toute la journée. À la fin du mois, le riche, il vient, il lui étale toute la somme. Très content. Mais non, il n'était pas content. Il dit, non, j'arrête. Je reviens là où je commence à refaire mes petits pains. Il a dit, arrête, c'est pas normal. Mais moi, j'ai fait Isaac Rozoulou, on a un contrat. Moi, je veux quelqu'un qui étudie comme toi, un tzaddik comme toi qui étudie, ça me fera des bénéfices pour là-bas. Je suis pas d'accord. Non, mais moi... Bon, je te prends Din Torah, ils sont venus me voir aujourd'hui, Din Torah. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le fabricant des petits pains? Il dit, pourquoi tu arrêtes Israël Zouloum? C'est dommage, tu as la possibilité d'étudier toute la journée, comment tu vas perdre ton temps? Il a dit, Rabbi, je veux bien étudier la Torah, c'est très beau, mais le but de l'étude de la Torah, c'est pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Or, quand je fabriquais des petits pains, eh bien, j'avais beaucoup plus d'attachement avec Kadosh Baruch Hu que maintenant. Cette semaine, moi et ma petite famille, on s'est rendu compte qu'on a baissé en Hirat Shamayim. Comment baisser en Hirat Shamayim? Tu as étudié plus, tu es baissé en Hirat Shamayim, c'est pas normal. Qu'est-ce que tu racontes? Il dit... Ouais, je dis... Moi, j'avais l'habitude de me lever tout le temps, Hatzot, au milieu de la nuit, faire Tikkun Hatzot, étudier un petit peu au milieu de la nuit. Après, je réveillais toute la famille, tout le monde, mes garçons, mes filles, tout le monde. On travaillait ensemble, ma femme, pour commencer à préparer tout ce qu'il fallait pour une grande quantité de petits pains. Il fallait moudre le blé, il fallait le tamiser, et ensuite faire la pâte, et ensuite mettre au four. Et c'est beaucoup de travail, et c'est pas évident que ça réussisse. Pas du tout évident. Ça pourrait ne pas réussir. Il y a beaucoup de techniques il faut prier. Alors, pendant qu'on tamisait, pendant qu'on faisait tout, à chaque shlav, à chaque étape, on faisait des teilim et des prières. Ribono shel olam, tatzliach teilim, shir la ma'alot, ribono shel olam, tatzliach. Aide-nous à bien, qu'on n'ait pas, haz v'shalom, des erreurs quand on tamise le blé, la farine, pour ne pas qu'il y ait, haz v'shalom, quelque chose qui passe, qui est interdit à la consommation, qu'on ne soit pas marcher les gens. Et on faisait des filotes, toute la famille on priait à Kadosh Baruch Hu de nous aider. Et ça, je l'ai perdu avec ce mois-là, on n'a pas fait ça. Tout le monde, on a perdu cette habitude et on s'est rendu compte que ça ne vaut pas la peine. Alors, c'est ça ce qu'a dit le Rav Nathan Shapira. Il a dit, moi, une ville dans laquelle il y a des tzadikim comme ça, je ne peux pas la quitter. Ce sont des gens qui ont compris quel est le but de la vie. Le but de la vie, c'est d'être attaché à Kadosh Baruch Hu. Être attaché à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai, avec la Torah, avec les mitzvot, mais l'essentiel de tout, ou botit bakun, s'attacher à Hachem. C'est ça l'essentiel. On peut étudier comme un étudiant. Un étudiant en fac, on étudie, c'est très beau, c'est ça. C'est pas ça. Le écart, c'est avoir la dvekout de Kadosh Baruch Hu. Avoir la dvekout pour nous, et aussi pour rapprocher les autres. Rapprocher les autres. Il faut pas savoir des fois avec un petit mot qu'on dit à quelqu'un, on peut rapprocher les gens de la Kadosh Baruch Hu. C'est ça le vrai but. Le vrai but du théâtre de ce monde, c'est de faire en sorte que le maximum de gens
il découvre Akadosh Baruch Hu, il s'attache à lui. C'est ça le vrai but. Alors il y a un rabbin que je connais, hein, il habite dans notre quartier, là, à Matchlomo. Meir Timrot, chez Bari, c'est un grand darshan qui est depuis des années. Alors il raconte qu'une fois il était dans un taxi, vous savez les grands taxis de Bnei Brak à Yerushalayim. Aujourd'hui on les voit presque plus, mais à l'époque ils existaient beaucoup. Alors on montait et chacun, au cours du voyage, au début du voyage, chacun payait sa cotisation. Cette personne, ils envoyaient l'argent au chauffeur tout le temps pendant qu'il conduisait. Voilà. Quand ils se sont arrêtés à la sortie de Bnei Brak, il y a un vendeur de glace qui rentre sa tête, il dit qui c'est qui veut acheter une glace, enfin, je sais pas, une glace, comment ça s'appelle, polo, hein? Un esquimau? Non, pas un cornet, c'est Arctique. Pas Chanel. Quelque chose de glacé. Alors, tous ceux qui étaient dans le taxi, c'était des hachamim, l'homme intime, on commençait à... Le seul qui a acheté, c'est le chauffeur de taxi, il a acheté. Il a ouvert le truc, en un clin d'œil, il a déjà avalé la moitié. Bien entendu, il n'a pas fait la bracha. Alors le Rav Timrot était assis à côté de lui, il a dit, je t'en prie. Ne continue pas, fais d'abord la bracha. Il lui a dit, non, qu'est-ce que tu me racontes, ne te mêles pas de moi, je me mêle pas de... Ah, donc il a dit, rendez-moi service pour moi, rendez-moi un petit service. Bien sûr, si je peux te rendre service, je te rendrai. Kitsour, il a... À la fin, il a dit, je voudrais que tu fasses une bracha. Non, de quoi tu te mêles, je veux pas me changer ma vie. Il a eu peur que s'il commençait avec ça, il va finir par devenir Baal Tshuva. Et le Tzerara, il a compris le risque. Alors il a fait l'assurance de risque, il n'a pas voulu. Il s'est empêché, il ne voulait même pas faire la première. À la fin, il a dit, écoute, je te paye ce que tu as payé, ce que ça a coûté, je te paye, donc ça deviendra le mien, et je te demande, pour me faire plaisir, tu me fais la bracha. Il a dit, non, il n'est pas question. Et je t'en prie. Écoute, si tu veux vraiment, alors tu me payes encore encore une place de voyage. Disons, c'est plusieurs, disons 7 fois le prix du truc. Il a dit, bon, d'accord. Chacun a commencé, tous sont cotisés, tous les voyageurs. Chacun dit, moi je donne tant. Finalement, ils ont réussi là, ils ont réussi une somme. Il lui restait encore un petit morceau. Il a fait Baruch Ata Hashem, il a pris un chapeau, il l'a mis sur la tête. Tout le monde a répondu Amen, comme si c'était le taxi allait exploser du Amen. Et il a mangé. Et après, il a dit je savais toujours que c'est une ligne problématique, cette ligne-là. À la fin, moi c'est tout, maintenant vous ne me dites plus rien. Voilà, j'ai fait vos trucs, c'est tranquille. Il a reçu sa somme. Bon, il était content, tout le monde était content, mais le voyage a suivi son cours. Et voilà que le Rav Timrot, un jour, il arrive dans une yeshiva de Baalei Tshuva. Et il fait une dracha. Et dans cette dracha, il raconte cette histoire. À la fin de la dracha, quelqu'un vient me voir et dit, moi aussi j'ai entendu cette histoire. Je dis, comment tu l'as entendu? Moi je ne l'ai jamais raconté, c'est la première fois que je la raconte. Et moi je suis le fils de ce chauffeur de taxi. Depuis qu'on est revenu à la maison, mon père, il a dit à chaque fois que quelqu'un mange quelque chose ici, à partir de maintenant, chacun fait une bracha, je veux répondre Amen. Et ils ont commencé à... Et de fil en aiguille, ils sont venus tout Baalei Tshuva. Regardez-moi comment, avec un petit peu de... Tu montres que... Ah, j'ai oublié de dire qu'avant il a dit, mais dis-moi, vous êtes fous, vous, les religieux. Qu'est-ce que ça veut faire, vous? Qu'est-ce qui vous en... Qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Vous donnez de l'argent pour que je fasse une bracha, en quoi ça vous concerne? Alors bien entendu, ils ont fait une petite dracha, ils disent, tu sais, on est venu pour ce monde, une bracha, ça peut nous... Ils ont fait une petite dracha, grâce à cette question. Donc finalement, ça l'a pénétré, et voilà. C'est une histoire vraie, moi je connais le Rav Kar, on disait Rav Timrot. D'ailleurs, si un jour il vient vous faire une dracha, mais c'est en hébreu. Il sait très bien raconter, c'est un bon orateur, il sait, même il a le sens de l'humour et tout. Bon, pour conclure,
le grand Maasé que moi aussi je ne le connaissais pas. Et quand je l'ai vu aujourd'hui, je dis c'est Maasé ni flamme. Vous avez tous entendu parler de Rabbi Hanan Wasserman, Allah Vachalon. Le Talmid de Havetz Haïm. Le Rav de Rav Hankin, Allah Vachalon. Rosh Shiva, Rabbi Hanan Wasserman, Allah Vachalon, il était tué à la Shoah, Hachem comme Damo. Il a ouvert sa yeshiva en 1921 à Baranovitch, c'était une petite ville, pas loin de là où il habitait la Havetz Haïm. Et à l'époque, il y avait beaucoup de pauvreté. Donc il y a beaucoup de Talmidim qui sont venus dans sa yeshiva parce qu'il était connu comme un grand Rosh Shiva, Kadosh, Tzadik, Lamdan, tête extraordinaire. Beaucoup de Talmidim sont venus. Et voilà qu'il manquait de l'argent. Alors il faisait le tour de toutes les villes aux alentours pour ramasser un peu d'argent pour un minimum, pour avoir un peu de pain, pour avoir un peu de chauffage, pour avoir de quoi dormir. Le minimum du minimum. Et il passait beaucoup de temps là-dessus et quand même ça ne suffisait pas. Donc il est arrivé à la conclusion que s'il n'allait pas jusqu'en Amérique pour amener plus d'argent, la yeshiva fermerait. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris le bateau, à l'époque il n'y avait pas encore les avions pour l'Amérique, il a pris le bateau, un grand bateau, 2 semaines de traversée. Et il arrive en Amérique. Et là-bas aussi, pareil. Il ramasse petit à petit, c'est pas suffisant. Les gens lui donnaient des bagatelles. Les plus grands qui donnaient, ils donnaient $50, mais ça c'était rare. Et super rare, quand on lui donnait $100, c'était... D'ailleurs, c'est pas n'importe qui avait $100 dans la... C'est les banques qui avaient les $100. Ou les grands riches. Jusqu'au jour où 2 de ses amis, des grands amis de Hachamim, Rav Henkin, encore un autre, j'ai son nom, c'est des grands amis de Hachamim d'Amérique ils étaient rares d'ailleurs. Ils lui ont dit, vous savez, il y a un juif d'Europe qui était apparemment votre camarade de classe quand vous étiez petit, à la maternelle. Il s'appelle Philippe Goldstein. Philippe Goldstein. Ah, Philippe Goldstein, c'est celui-là. Et puis il s'est rappelé, le Wasserman, qu'il avait un ami qui s'appelait Pinhas Goldstein. Et Pinhas est devenu Philippe. Et qu'est-ce qu'il a? Il a une grande usine de fabrication de manteaux pour l'hiver. Et c'est un multimillionnaire, beaucoup d'argent. Mais il y a plus beaucoup, à peine si très peu de mitzvot est fait. Et de surcroît, un grand avare. Radin, il donne rien, presque rien. Tu veux quand même aller le voir? Il dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais aller le voir, peut-être que l'amitié d'enfance, on a joué ensemble, on a passé du temps. Peut-être ça va lui faire quelque chose, il va me donner. Ils ont composé le téléphone de l'usine. Premier jour, secrétaire, non, il n'est pas là. Deuxième jour, il est très occupé. Troisième jour, il tombe sur M. Philippe lui-même. Oui, qui vous voulez? Je voudrais parler à M. Philippe. Qui êtes-vous? Ah, mais je suis Ronan Wasserman. Je suis votre ami d'enfant. Ah, mais Ronan, qu'est-ce que vous faites là? Passez me voir, je vais vous montrer mon usine, grande usine. Ah, vous allez voir, venez, je vous attends. Bon, d'accord, je vais prendre le taxi, il arrive chez lui. Et puis le maître de l'usine, il fait visiter les lieux. Il dit, voilà, regarde, ceci, cela. Il est content, qu'est-ce que tu as fait? Chacun raconte son cursus. Rav Hanan dit, voilà, moi j'ai étudié dans tel yeshiva, puis dans tel yeshiva, j'étais le Talmid de Rav Shlomo Shkop, après de Rav Chaim Brisk, après de Havetz Haïm, après ceci, maintenant, au Hashem, yeshiva. Et toi? Ah, moi, à l'âge de 15 ans, j'ai arrêté la yeshiva, j'ai été vendre des poissons avec mon père. Et depuis, je suis venu en Amérique, j'ai ouvert un petit atelier de couture, et petit à petit, au Hashem, tu vois, j'ai grandi, je suis devenu une usine, au Hashem, très bien, très content. Et alors, quel bon rang?
t'amènes, qu'est-ce que tu viens faire ici, en Amérique? Qu'est-ce que tu voulais de moi? Il dit, non, non, rien du tout, juste j'avais un bouton qui tient pas bien, il va presque tomber. Alors on m'a dit que tu as une usine qui fait des manteaux. Alors je me suis dit, je voudrais que tu me renforces le bouton. Dis-moi, tu rigoles ou quoi? Pour ça tu es venu depuis le quartier là-bas, je sais pas quel quartier c'était, jusqu'à chez moi. C'est un grand quartier à New York, même déjà à l'époque, au début du siècle dernier. Il fallait cravacher pour arriver. C'est les métros et les taxis, ça coûte beaucoup d'argent. Tu n'aurais pas pu trouver un atelier, quelqu'un qui te renforce le bouton? Non, non, non. J'ai entendu que tu étais là, je suis venu pour te voir. Non seulement je suis venu. C'est pas seulement que je suis venu de ce quartier là-bas jusqu'à chez toi. Je suis venu de Lituanie jusqu'à chez toi pour que tu me renforces le bouton. Il m'a dit, il commençait à éclater de rire. Moi, jamais vu, je te connaissais comme un enfant sérieux. Mais je savais pas que tu avais le sens de l'humour comme ça. Il a éclaté de rire. Mais dis-moi, mais non, mais si tu veux, je te donne tout de suite vas-y, choisis, je te donne un manteau neuf, flambant neuf, je te le donne. Non, 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 jamais de la vie, pas du tout. Je suis venu pour renforcer le non, non. Dis-moi, tu es sérieux? Bien sûr, bien sûr. Tu sais très bien, je suis sérieux. Je suis venu pour le bouton. Pour le bouton. Bon. Il était un petit peu vexé, mais quand même, il a pris faire un tour. Et puis, dès qu'il a trouvé un employé un petit peu pas trop chargé, viens, prenez le manteau de monsieur, renforcez-lui. Si déjà je vois que les autres boutons aussi, ils sont pas tellement forts, en 5 minutes, vous les renforcez encore mieux que s'ils étaient neufs. Quoi d'autre? Non, c'est tout. Merci beaucoup, je suis très reconnaissant, vraiment, je suis venu pour ça. Là-bas, ça y est, je m'en vais. Pour ça que tu es venu, tu es sûr? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis, il lui a laissé un petit morceau de papier, dans lequel il dit, voilà mon numéro de téléphone, mon adresse. Le Rav Wasserman, il donne à son ancien ami. Il donne le papier, avec son adresse et son téléphone, et il s'en va. Le lendemain, le grand riche appelle la maison où habitait le Rav Elhanan Wasserman. Il demande à parler au Rav Elhanan Wasserman. Est-ce qu'il est là? Oui. Bonjour. C'est Philippe Goldstein. Dis-moi, il faut absolument que j'éclaircisse cette affaire avec toi. Tu peux pas me raconter que tu es venu depuis la Lituanie pour renforcer un bouton, mais ça ne va pas, j'ai pas pu dormir toute la nuit. Et je suis sûr que tu me gardes un secret. Je suis sûr et certain que tu as un secret, tu es en train de me cuisiner quelque chose, et j'arrive pas, il faut que tu viennes tout de suite me voir. Tu viens me voir, je t'assure que... Tu veux que je vienne te voir? Je viens te voir, mais moi je te dis que c'est pas... Non, tu viens me voir. Bon, d'accord, je viens, pas de problème. Il vient. Allez, maintenant tu vas me dire pourquoi. Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es venu me voir? C'est pas possible, tu n'es pas venu pour le... Non, mais je t'ai dit hier, moi je reviens pas dessus, je suis venu. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qu'il y a de problème? Je suis venu pour que tu me renforces les boutons. Pourquoi depuis la Lituanie? Mais enfin, c'est pas possible, tu me renforces. Depuis la Lituanie jusque-là, tu avais 50 étapes, tu avais 1000 tailleurs qui auraient pu te faire ça pour quelques sous. Tu veux pas me dire que tu es venu? Mais non, mais je te dis que je suis venu pour ça. Ah, c'est pas possible, je savais pas que tu étais tellement comme ça. Non, il faut absolument que tu me dises, il faut que tu craches le morceau de mon vie. Mais non, mais c'est ça, mais je t'assure. Tu es sûr? Oui. Ça y est, je m'en vais, je suis parti. Il descend de l'ascenseur. Avec l'ascenseur, il attend un taxi qui le reprenne. L'autre, il n'en pouvait plus. Il n'a même pas attendu que l'ascenseur remonte. Il a déferlé tous les escaliers. Maintenant, ça y est, je te laisse pas. Il faut absolument que tu viennes. Je te garantis. Ce que tu demandes, je te recevrai avec... ce que tu veux, je te donne. Ce que tu veux. J'ai compris que tu es venu pour de l'argent, mais tu ne veux pas me le dire. Et tu crains que je te donne un petit peu, c'est pour ça que tu me fais ce coup-là. Je te traiterai avec beaucoup d'honneur. Bechavot Gadol. Bechavot Gadol? Bon, c'est Bechavot Gadol. Viens, je viens avec toi. Il remonte. Et le grand riche s'assoit sur son fauteuil, mais Rav Elhanan Wasserman ne se sort pas.
Il était très sérieux, Rabbi Hanan. Ceux qui voient les photos de Rabbi Hanan Wasserman, très très sérieux. Tahor. Il restait debout. Il commence à lui dire, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Pourquoi tu ne comprends pas que je puisse venir de la Lituanie jusque-là? Ça m'a pris à peine, ça m'a pris 2 semaines pour venir. Quel problème? 2 semaines, c'est rien du tout. Pour venir, arranger. Pourquoi? De quoi tu t'étonnes? Enfin, c'est pas possible. Tu sais, moi je te dis ça vraiment, avec tout le sérieux du monde. Et la meilleure preuve, c'est toi. Toi, tu fais beaucoup pire que moi. Comment? De quoi tu parles? Tu sais pas que ta Neshama, d'où elle vient? Ta Neshama, elle est venue des cieux, entre chaque ciel et l'autre, 500 ans. On ne sait même pas ce que ça veut dire 500 ans, parce que c'est beaucoup plus. Et entre chaque ciel, tu sais quelle distance elle a fait ta Neshama pour venir? Pourquoi faire? Pour coudre des manteaux, pour coudre des boutons. Voilà, c'est ce que tu fais. Moi, j'ai fait 2 semaines. Non. Allez, c'est 2 semaines. De quoi tu t'étonnes? Je ne comprends pas. Toi, tu as fait tout ce chemin-là. Tu fais rien du tout. Ni mitzvot. Ni maasim tovim. Tu as arrêté d'étudier. Tu fais même pas qu'il y ait une Torah. Tu ne donnes pas un sou pour la tzedaka. Donc, tu es venu que pour faire des manteaux, que pour faire des boutons. Et pour ça, tu as fait des distances astronomiques, c'est très peu dire. C'est pour ça que tu es venu. C'est pour ça que tu es venu. Et là, le Rabbi Hanan il a commencé à pleurer. Et sur ce, son ancien ami, le camarade de classe, a éclaté en sanglots. Toute l'usine était en alerte. Tout le monde sont venus voir qu'est-ce qui lui arrivait. Il a dit, non, ça va, laissez-moi tranquille, tranquille. Il les a envoyés. Il a pleuré, il a dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Je suis venu, j'ai perdu ma neshama, j'ai perdu ma vie. Pourquoi qu'est-ce que je fais dans ce monde? Il n'est pas parti de la Bar Ben Hamas parce qu'il a fait Tchouva Shlema. Et depuis, c'est devenu le plus grand donateur, bien sûr, de la Shiva. Il a fait Tchouva, il a commencé à étudier la Torah, il a commencé à donner des tzakot. Et depuis, la Shiva du Rabbi Hamas a connu une nouvelle ère de prospérité. Donc moi, je trouvais que c'est une très très forte, c'est très fort, qui peut nous apprendre. D'ailleurs, vous pouvez faire usage de ce maassé-là pour renforcer les gens, pour les rapprocher. Mais Hachem, qu'on puisse savoir c'est quoi Vaïhi Yaakov, c'est quoi Vaïhi Sarah, c'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est celle dans laquelle on ramasse tout ce qui peut nous rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Alors ça peut venir par les mitzvot, par la Torah, par Zikoy Rabim. Tout ce qu'on peut faire pour se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, c'est ça la vraie vie, c'est ça Vaïhi Yaakov. Shem Yizakenu, Yetzirah, Lasot Retzono, Yitbarach Retzono, Amen, Amen.